Frédéric Legal, je suis ingénieur en biologie à la PHP et je travaille à l'hôpital Avicenne de Bobigny dans le 93. Le sujet dont on va parler aujourd'hui, c'est le virus Mpox. Ce virus a été découvert pour la première fois en 1958 chez un singe de laboratoire, d'où son nom, la variole du singe. Et le premier cas humain a été décrit en 1970 en République démocratique du Congo, qui rapidement a créé un foyer épidémique dans les années 70. En termes virologiques, le virus Mpox est un virus à ADN double brun qui a un génome relativement grand de 190 000 paires de bases, avec un nombre assez conséquent de gènes codants pour sa structure assez complexe. On distingue deux types d'infections. Une infection par le clade 2 qui est très localisée en Afrique de l'Ouest et une infection par le clade 1 en Afrique centrale. En termes de clinique, une incubation de ce virus peut avoir lieu entre 1 jour et jusqu'à 21 jours d'incubation, mais très rapidement, les premiers signes cliniques apparaissent. En 3 à 4 jours, les premiers signes sont plutôt des fièvres, des céphalées, comme un syndrome grippal, suivi d'une éruption cutanée qui apparaît dans les 5 à 8 jours suivants. Et c'est cette phase-là qui est la plus contagieuse puisque ce sont l'éclatement des vésicules qui peuvent transmettre majoritairement un grand nombre de virus. Par la suite, il est important d'observer une quarantaine pouvant aller jusqu'à 3 semaines puisque la contagiosité a lieu jusqu'à la cicatrisation des croûtes liées aux vésicules. En termes de traitement, il existe peu de traitements spécifiques de cette infection à Mpox ou Monkeypox, puisqu'on traite majoritairement par des antipyrétiques, des antalgiques, voire des médicaments qui vont agir plus sur des atteintes des muqueuses, notamment des muqueuses digestives, des muqueuses des voies respiratoires, puisqu'il peut y avoir des atteintes à la fois de la peau externe, donc cutanée majoritairement, mais dans les formes les plus graves, on peut retrouver des formes d'atteintes muqueuses et c'est ces formes les plus graves qui provoquent des mortalités. En termes de mortalité, on distingue vraiment deux types de taux de mortalité. Il faut considérer que le clade 1 correspond à des souches d'une gravité plus importante, puisque le clade 1 est plutôt avec un taux de mortalité allant de 3 à 5%, et plus spécifiquement ce nouveau clade 1b qui a été décrit fin 2023 en République démocratique du Congo et principalement à l'est de la République démocratique du Congo, alors que le clade 2, qui a été à l'origine du début de pandémie, en tout cas d'épidémie de foyer au niveau de l'Europe, décrit en 2022, où là on était plus sur un taux de mortalité inférieur à 1%. Donc on a vraiment deux catégories de virulence dans le Mpox, le clade 1 plus virulent et plus mortel, contrairement au clade 2 localisé encore une fois en Afrique de l'Ouest. L'épidémie actuelle qui sévit en République démocratique du Congo, avec ce fameux clade 1b qui a mis en évidence des mutations importantes dans son génome, montre vraiment un taux de transmissibilité extrêmement important. Dans les foyers ruraux, on montre qu'il y a vraiment une transmission intrafamiliale de ce virus, puisqu'on peut montrer qu'il y a environ 70% d'atteintes chez les enfants de moins de 10 ans. En septembre dernier, j'étais présent dans ce foyer épidémique de la zone est du Congo et dans le petit hôpital de Luero avec lequel je travaille, il a clairement été montré que plus de 70% des patients admis dans l'hôpital étaient des enfants de moins de 10 ans. Et pour information, pour montrer le degré de transmissibilité, en septembre dernier, ils accueillaient près de 250 patients par semaine liés à cette infection Mpox, avec des degrés divers allant de simples vésicules au niveau de la peau jusqu'à des vésicules partout sur le corps avec des atteintes au niveau respiratoire et digestif. En termes de prise en charge localement, bien évidemment, il y a besoin de mise en quarantaine des patients pendant 28 jours, pour éviter une nouvelle transmission, mais les cas de décès qui ont été observés sont principalement des décès liés à des comorbidités, et notamment pendant la semaine où j'étais présent au Congo, il y a eu 2 décès d'enfants, un décès d'enfant lié plutôt à la malaria et le Mpox est venu se surajouter, créant un désordre immunitaire important, et le deuxième cas était un enfant malnutri qui probablement avait une atteinte digestive qui l'empêchait clairement de se nourrir pendant plusieurs jours.
En termes de transmission zoonotique, on sait clairement que le virus Mpox est transmis, en tout cas en Afrique centrale, par le rongeur. Et c'est dans ces milieux extrêmement pauvres et ruraux qu'il peut y avoir un contact très étroit permettant la transmission du virus Mpox issu du rongeur vers les populations humaines, soit par un contact direct, une morsure, soit du fait qu'il y a consommation de viande de brousse incluant le rongeur. Donc c'est vraiment un impact majeur et qu'il est nécessaire d'endiguer par de la transmission d'informations, par du conseil et via les réseaux communautaires. Il est important de communiquer sur cette voie de transmission puisque des épisodes réguliers ont lieu soit en Afrique de l'Ouest, soit en Afrique centrale. Il n'y a pas eu que l'épisode de 2022 et l'épisode actuel, mais il y a eu de multiples épisodes de transmission du rongeur vers l'humain depuis les années 70 de sa découverte. En termes de principale prévention, il existe 2 vaccins sur le marché et l'OMS, en lien avec cette nouvelle épidémie de 2024, a ordonné l'envoi de près de 3 à 4 millions de doses de vaccins pour permettre de vacciner les populations. Alors les vaccins sont principalement arrivés dans les zones urbaines principales, notamment les villes chefs-lieux de chaque province, mais jusqu'à maintenant ce n'est toujours pas arrivé dans les zones rurales qui sont finalement les plus impactées. Donc le schéma vaccinal recommandé par les autorités sanitaires est basé sur 2 doses de vaccin espacées d'1 mois. Néanmoins, pour les personnes immunodéprimées, il est plutôt recommandé d'avoir 3 doses. Pour les patients qui sont nés avant les années 80, qui ont probablement normalement eu une dose à la naissance du vaccin antivariolique, il est possible de n'avoir qu'une seule injection, puisqu'on considère que le vaccin fait à la naissance correspond à une première dose. Le vaccin a été arrêté systématiquement à la naissance à partir des années 80 car les autorités sanitaires ont estimé que la variole était éradiquée. Et en tout cas, la variole du singe, le Mpox, étant relativement proche et faisant partie de la même famille des poxviridae, la vaccination croisée, l'immunité croisée conférée par le vaccin de la variole protège contre l'infection Mpox suffisamment. Actuellement, le point de départ de cette infection et de cette épidémie de 2024 est partie, comme je vous le disais, de la zone est du Congo, la province du Sud Kivu, mais la propagation a été assez rapide puisqu'on a démontré des cas à la fois en Ouganda, au Rwanda et au Burundi, et voire même sur la partie est de l'Afrique centrale, allant jusqu'au Gabon et au Cameroun. En termes de transmission et d'épidémie dans les pays industrialisés, on a pu jusqu'à aujourd'hui démontrer 5 cas exportés, 2 en Asie, dont 1 en Thaïlande et 1 en Inde, et 3 cas dans les pays européens, 1 en Allemagne, 1 en Suède, et le dernier cas est apparu au Royaume-Uni fin octobre 2024. En termes de transmission interhumaine, il a classiquement été décrit que la transmission sexuelle était majoritaire, surtout pendant l'épisode de 2022, mais il est clair qu'avec ce nouveau clade 1B en Afrique centrale, il est probable qu'il y ait principalement une transmission intrafamiliale par contact peau à peau dans le milieu familial, puisque c'est pour ça qu'on retrouve majoritairement des enfants. Et il est fort probable, et ça a été démontré, qu'il y a la possibilité d'avoir une transmission sur des tissus ou du matériel de la maison qui ont pu être contaminés par des vésicules et des virus, et que par simple contact a posteriori, il peut y avoir une transmission secondaire, principalement chez les enfants. Pour faire le diagnostic du monkeypox, actuellement, il repose principalement sur des tests de PCR. Les industriels travaillent beaucoup sur les tests de PCR en temps réel et les industriels ont indiqué que les tests de PCR qui étaient fournis lors de l'épisode de 2022 permettaient de diagnostiquer aussi le nouveau clade 1B qui sort d'Afrique centrale. Donc le diagnostic principal, c'est vraiment la PCR réalisée à partir des vésicules, un échantillonnage des vésicules suivi de cette PCR. Pour conclure, on peut considérer que c'est une infection bénigne, même si la clinique et les effets sont importants en termes d'impact et de sévérité de la maladie, puisque le taux de mortalité est relativement faible comparé à plein d'autres types d'infections.
Vu le mode de transmission qui est principalement par contact peau-peau, à la différence du Covid-19 qui est par transmission aéroportée, le risque d'avoir une pandémie mondiale est relativement modéré. Il est vrai que l'OMS a relevé son niveau d'alerte, a élevé concernant l'épidémie de 2024 actuelle qui sévit en Afrique centrale. Cependant, cette épidémie est relativement circonscrite. Les cas sont extrêmement bien pris en charge dans les centres hospitaliers, y compris les centres hospitaliers ruraux, puisque dès qu'une forme symptomatique est déclarée, le patient est accueilli dans des structures relativement bien organisées. L'arrivée des vaccins potentiels va permettre d'endiguer cette propagation. Et il est vrai que depuis le début de cette épidémie 2024, qui a commencé, je vous le rappelle, fin 2023, finalement, on n'en est qu'à simplement 5 cas déclarés avérés en dehors de cette région d'Afrique. Voilà, je vous remercie de votre attention.